La chasse aux sorcières, telle est souvent l'œuvre de ceux qui, voulant garder leur manne financière, se passent pour des patriotes, s'accrochent au régime, parce qu'ils veulent tout simplement perpétuer le vol, la malgouvernance, et s'en prennent souvent aux opposants qui présentent comme les pires assassins économiques et inventent souvent des histoires pour tuer leur renommée. À l'élection présidentielle de 2018, on a suivi toutes les histoires qui ont été inventées, des fariboles racontées sur des plateaux de télé, sur les opposants camerounais. Et d'ailleurs, on connaît un qui aujourd'hui, M. Fouda, professeur Fouda, a préféré aller se réfugier aux États-Unis parce que Vision 1000 Collines avait d'ailleurs présenté sa nudité. En pleine télé, en plein journal télé. Mais qu'est-ce qu'on a fait à cela? Rien du tout, parce qu'il fallait écraser les adversaires. C'est aussi en ce moment-là qu'on nous avait dit que non seulement Moïse Kamto entretenait des relations avec un petit garçon ou de 12 ou de 14 ans, selon Messanga Nyamdinki, prétendait détenir des vidéos, mais aussi, on nous avait surtout dit que tous les malheurs du Cameroun venaient justement de Maurice Kamto qui avait accepté prendre 14 milliards pour changer non seulement la Constitution en 2018, mais aussi il était de ceux-là qui, avec le régime Biya, avait validé cette forfaiture. Donc, des détournements conséquents à travers sa société Brain Trust. Cette histoire a été gobée, a été présentée longtemps aux Camerounais. Et bien sûr, cela a, quoi qu'on dise, affaibli la notoriété de Maurice Kamto, douté sur sa probité morale. Et cette histoire avait été inventée par un député, bref, un ancien député de l'UPC. Au moment où l'élection présidentielle 2025 approche, les mêmes méthodes sont également déjà utilisées, réveillées, remasterisées, réchauffées, tel un plat qu'on met dans le micro-ondes ou dans une vieille marmite pour attiser encore une certaine haine et pour discréditer Maurice Kamto. C'est ainsi que le journal La Nouvelle, datant du 2 décembre 2019, a été déterré des laboratoires pour être maintenant présenté comme une trouvaille lumineuse concernant un Maurice Kamto qui, puisqu'il se plaint et est en train de demander que le calendrier électoral soit respecté, à savoir d'abord les élections législatives et même municipales avant les présidentielles. Eh bien, on lui dit, tu avais pris de l'argent, 1 milliard. 1 milliard de francs CFA. Pour que tu n'ailles pas aux élections de février 2020. Donc, la faute, c'est à toi. Et le doute est installé. Et on commence à vendre cette histoire-là comme des petits pains. Que Maurice Kamto est parti négocier avec le régime Biya. Et tout ceci se faisait dans la maison d'un conseiller à Paul Biya, Luc Sinjun. S'il faut te le dire, n'a jamais été en odeur de sainteté avec Maurice Kamto. Comment se peut-il qu'il puisse se retrouver quelque part
pour faire une telle négociation chez lui. Bien plus. On dit qu'il n'était pas seul. D'autres monuments du régime, fidèles à Paul Biya. Et surtout, c'est la même qui recrute à l'Ouest et qui ont fait de l'Ouest le terreau du RDPC financé par leurs fonds en recrutant des hommes d'affaires. Eh bien, on dit qu'ils étaient présents. Donc, ils peuvent être considérés comme témoins. On a donc cité, bien sûr, quelqu'un comme le secrétaire général du RDPC, Nkwete, qui était également là. On a même cité, on a même révélé la présence de Ngouchigue, celui qui a Congelcam, qui aura aussi assisté à cette sorte de négociation. Négociation, y a-t-il eu? Bien évidemment, parce que souvent il se taisait, les rumeurs enflaient et finalement devenaient comme des réalités. Maurice Kamto a donc essayé de vouloir apporter un certain nombre de justificatifs en saisissant la justice et en sommant ceux-là qui sciemment diffusent ces informations de pouvoir s'expliquer. Ces sommations ont été envoyées à ces responsables pour que justice et surtout que vérité soit faite. Pour que rumeur, ou alors s'il y a des actes concrets qu'il a posés, que ce ne soit plus une rumeur, mais qu'on vienne effectivement donc démontrer comment ça s'est passé. Ici, c'est la notification contenant sommation interpellative de l'an 2024. Et ça, c'était pas un poisson d'avril, même si c'était le 1er avril. À la requête du professeur Maurice Kamto, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, agissant pour son compte personnel et ayant pour conseil Maître Hippolyte Bété-Méli, avocat au barreau du Cameroun, BP 34 118, Yaoundé, téléphone tel, au cabinet duquel domicile est élu aux fins du présent exploit et ses suites. J'ai Maître Chimdou Mekiadje Micheline, huissier de justice à la 6e charge, près la cour d'appel du centre et le tribunal d'instance de Yaoundé, étude 6 au marché central Yaoundé, en face du supermarché Nziko, BP 11 785 Yaoundé, téléphone ceci, y demeurant et domicilié. Reçu, notifie, remis et laisse à Monsieur Jean Kouete, secrétaire général du RDPC, en ses bureaux ou étant et parlant à Sa Majesté Baté, ainsi déclaré qui reçoit tant l'extrait du journal La Nouvelle que copie du présent exploit, les photocopies et déclare ne pouvoir viser mon acte. 2. Professeur Luc Sindjoun, en service à la présidence de la République, en son domicile, bureau ou étant en parlant à... On ne l'a pas trouvé. Monsieur Emmanuel Nganou Djoumessi, lui aussi, il a été cité comme étant ayant participé à cette drôle de réunion de négociation d'1 milliard. Ministre des Travaux publics, en son cabinet ou étant et parlant à service du courrier qui reçoit tant un extrait du journal La Nouvelle que copie de mon exploit pour transmission et décharge sur l'original. Un extrait du journal La Nouvelle paru le lundi 2 décembre 2019, ayant à sa une, 2 points, ouvrez les guillemets. Réunion secrète à Baham, 1 milliard pour boycotter les élections de février 2020. Le film de la réunion secrète
du 7 novembre 2019 à la résidence du professeur Sinjoun Abaham. Étaient présents Jean Kouete, Emmanuel Nganou Djoumessi, Sylvestre Gouchigue, Claude Fette et autres, Albert Quinche, fermez les guillemets, dont le requérant vient de découvrir l'existence en circulation en ligne. Dont le requérant vient de découvrir l'existence en circulation en ligne. Et donc copie est portée à la connaissance des requis. Et aux mêmes requêtes demeurant élection de domicile que dessus, j'ai huissier de justice, sudite et sous-signé. Fait sommation interpellative au surrequis d'avoir immédiatement, à compter de la signification des présents, à répondre aux questions suivantes. 1. Si depuis le 2 décembre 2019, ils ont eu la connaissance de l'existence de cette publication du journal La Nouvelle. 2. Est-ce qu'ils confirment que la réunion secrète révélée au public par l'audit journal avait réellement eu lieu? Si oui, quels étaient son objet et ses participants? 3. Est-ce que le professeur Maurice Kamto s'est retrouvé au domicile du professeur Luc Sinjoun à cette date, comme révélé au public, par le public, La Nouvelle, en leur compagnie? Ce à quoi il m'a été répondu. Monsieur Jean Kouete, la réponse suivra. On attend. La réponse n'est pas là. Professeur Luc Sinjoun, Monsieur Emmanuel Nganou Djoumessi, la réponse suivra. Voilà. Donc, acte, afin qu'ils en ignorent et s'y conforment, leur rappelant que le requérant tirera de leur réponse ou refus de répondre toutes les conséquences de droit, sous toute réserve. Et je leur ai, ou étant et parlant comme dessus, remis et laissé à chacun temps l'extrait du dit journal, que copie de mon exploit, dont le coût est de 30 000 francs. Huissier de justice, commissaire, priseur. Bien évidemment, des hommes politiques qui sont cités dans une telle affaire, est-ce que cela devrait prendre un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine? Ne pas répondre. Cela veut dire que quelque chose, ils ont partagé ces informations ou cette cabale avec ce journal. Ce journal ne pouvait pas monter une histoire de toute pièce parce que les journalistes, ils reçoivent parfois des informations des hommes politiques. Et au Cameroun, ou d'ailleurs, la profession est soumise à la grande souffrance, à la précarité. Les journalistes deviennent des tireurs à gages. Eh bien, il n'a pas besoin de vérifier même une quelconque information. Si on lui dit, on te donne juste 200, 300 000, et après on s'occupe du tirage. Il applaudit et lui publie, sachant que il est protégé par le sommet de l'État. Ces journalistes sont donc comme des marchands. Beaucoup se baladent avec leur bureau uniquement dans leur sac. Ils n'ont pas de bureau, ils n'ont pas de siège. Ils sont juste contactés par des hommes politiques pour salir l'image
des opposants ou des personnalités qui peuvent avoir une certaine crédibilité et qui peuvent mettre à mal leur régime. Maurice, comme toi d'ailleurs, servit une sommation à ce journal qui, contrairement à d'autres, peut justifier au moins un siège. Je ne tire pas souvent sur des confrères, même si aujourd'hui, beaucoup réalisent que certains arrivent dans la profession uniquement comme des commerçants et qui n'ont rien à voir avec le journalisme, qui plutôt utilisent ça comme un établissement de commerce au plus offrant. J'ai Maître Chimdou, Mekiadje Micheline, huissier, et c'est cela, dit et déclare à Madame Gilberte Mebe Atangana, directeur de publication, délégué du journal Le Point Biebdo, en ses bureaux où étant et parlant à M. Mimboué, trouvé dans les locaux du dit journal, qui reçoit copie de mon exploit pour transmission et vise à l'original. Société Gilles Sadle, au capital de 1 million de francs, dont le siège est à Fulan École, Yaoundé, Cameroun, ceci et cela, prise en la personne de son gérant, en ses bureaux où étant et parlant à M. Mimboué, trouvé dans les locaux du journal Le Point Biebdo, qui reçoit copie de mon exploit pour transmission et vise l'original. Madame Véronique Menama, c'est elle qui a écrit l'article, journaliste au Point Biebdo, demeurant à Yaoundé, en ses bureaux où étant et parlant à M. Mimboué, trouvé dans les locaux du dit journal, qui reçoit copie de mon exploit pour transmission et vise l'original. Qu'il ne saurait nier, encore moins disconvenir, sauf extrême mauvaise foi de leur part, que paraissant, en date du jeudi 21 mars 2024, le numéro 565 du journal bi-hebdomadaire Le Point, édité par Gilles Sadle, ayant pour fondateur, directeur général, M. Thierry Patrick Ondoa, conseiller spécial, président du conseil éditorial, M. Jacques Blaise Mbié, etc., tel qu'il apparaît de l'ours du journal, qu'on peut lire à la une de cette parution physique et mise en ligne la photo du professeur Maurice Kamto avec les écriteaux. Le saltimbanque, ancien ministre délégué auprès du ministre de la Justice, c'est ce qui est écrit dans le journal. Je reprends ce qui est écrit. Le saltimbanque, ancien ministre délégué auprès du ministre de la Justice, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, était la cheville ouvrière du projet de modification de la Constitution. Aujourd'hui, il s'illustre par sa capacité à sécher ses habits au soleil en fonction de ses intérêts, sans s'encombrer de ses engagements passés ni de sa parole publique, au point du génie. Entre guillemets, le code pénal révisé, délit d'initié, Maurice Kamto, fermez les guillemets. Qu'en page 7, page intérieure de la dite publication, se livre au public un article signé de Dame Véronique Menama, contenant des affirmations péremptoires, de fait ci-après, qui attribuent au professeur Maurice Kamto la paternité de multiples actes publics. 1. Ouvrez les guillemets. Kamto est le milliard du code pénal. Fermez les guillemets, premier fait. 2. Ouvrez les guillemets. Kamto et Marafa dans le projet de modification constitutionnelle. Fermez les guillemets, deuxième fait. 3. Kamto, un constitutionnaliste en train de valider un coup d'État, porte entièrement toute responsabilité. Fermez les guillemets, troisième fait.
que sous le couvert de ces titres et sous-titres insultants contenus à l'intérieur de l'article publié à la page 7, signé par Dame Véronique Menama, celle-ci s'est éloignée des obligations légales et déontologiques que lui impose non seulement la vérification de l'exactitude des faits affirmés et révélés au public, mais le souci de l'équilibre et de la neutralité, de sorte que la réputation et la qualité d'honnêteté citoyenne du professeur Maurice Kamto sont d'or et déjà compromises et salies en lui causant un préjudice incommensurable. Et à même requête, demeure et élection de domicile que dessus j'ai huissier de justice sudit. Fait sommation interpellative au surnommé d'avoir à répondre immédiatement aux questions suivantes. 1. S'il confirme chacun l'exactitude de 3 faits publiés, tels que révélés ci-dessus. 2. Pourquoi n'avoir pas eu le souci de la vérification, celui de l'équilibre de l'information livrée au public et celui de la neutralité comme l'exige la déontologie des journalistes. 3. S'il consente chacun à publier des informations rectificatives pour limiter le préjudice. Ce à quoi il m'a été répondu. Gueule sale. Question 1. Question 2. La réponse suivra. Dame Gilberte Mebea Tangana, directeur de publication. Question 1. Question 2. Question 3. La réponse suivra. Dame Véronique Menama, auteur de l'article Le Saltimbanque. Question 1. Question 2. Question 3. La réponse suivra. C'est quand même curieux que tout le monde réponde de la même façon. La réponse suivra. Et pour l'instant, aucune réponse n'a suivi. Rappelant à chacun que la présente sommation contenant mise en demeure est faite en vertu des dispositions de l'article 1382 du Code civil, combiné aux dispositions des articles 47, 52, 53, 54 et 55 de la loi numéro 90/052 du 19 décembre 1990 portant liberté de la communication sociale. Et les avertissant que mon requérant considérera qu'ils ont choisi de se mettre en marge des chemins légaux de la liberté de presse et qu'il tirera de leur résistance ainsi que de leur refus de répondre toutes les conséquences de droit. Sous toutes leurs réserves, et je leur ai, où étant, comme dessus laissé à chacun copie du présent exploit dont le coût est de 35 000 francs. Signé, bien sûr, l'huissier de justice, maître voilà. Si donc 2025 n'est pas encore là et que les attaques ont déjà commencé, que certaines informations sont déjà relayées, imaginez donc ce qui pourra arriver dans quelques mois et ce qui pourra même être en 2025. Ne va-t-on même pas accuser Maurice Kamto ou moi ou d'autres activistes, d'autres opposants d'être en fait les financiers de Boko Haram? Ne va-t-on pas trouver d'autres affirmations en disant qu'on a même trouvé des caches d'armes sous le lit de Maurice Kamto? Ne va-t-on pas encore fabriquer quelque chose de beaucoup plus gros? Justement, plus gros. C'était cette histoire de 14 milliards où on parlait du code électoral, où on parlait de la modification de la Constitution et où, bien évidemment,
C'est une information qui a été véhiculée par Paul-Alphonse Priso, député UPC. L'UPC est supposé être un parti de l'opposition. Mais quel était l'intérêt de dire que Maurice Kamto a pris 14 milliards? Cette question a d'ailleurs été posée à Maurice Kamto, puisque c'était juste à la veille de l'élection de 2018. Il a essayé de répondre, mais on ne pouvait pas relayer, puisqu'on ne relaie que ce qui peut salir les opposants, ce qui peut salir les vrais journalistes, les activistes engagés. Je vais vous permettre encore de réécouter, parce que l'histoire de Brent Trust, en résumé, c'est une affaire où Maurice Kamto, certes, était ministre délégué chargé de la justice. Et il avait sa société Brent Trust. Donc, effectivement, qui, comme toutes les autres sociétés, avait dû à postuler pour la rédaction du code civil bilingue. Et aussi, il y avait la procédure, le code de procédure civile et commerciale bilingue. Mais contrairement à ce qui avait été dit, parce que ce marché date justement de 2008, ça n'avait rien à voir avec le changement de la Constitution ni les 14 milliards, puisque en réalité, la facture ne s'élève même pas à 1 milliard, ni même à un demi-milliard, comme ça a été avancé. C'est une facture, bien que le travail soit énorme, qui s'élevait plutôt à 89 millions 200, je crois, 58 000 francs CFA. Avocat de formation et grand professeur, je ne saurais être son avocat. Mais je ne pourrais que l'interpeller, ou alors, pas me m'interpeller, mais juste lui accorder le temps d'antenne, la parole, pour que lui-même, il se justifie. Et comme ça, vous allez comprendre, entre manipulation et entre intoxication, et surtout les manœuvres derrière cette histoire rocambolesque de 14 milliards que le professeur Maurice Kamto aurait détourné. Je vais vous faire l'écouter donc. Justice que pendant la période où nous avons servi. Maintenant, sur l'affaire de 14 milliards, sur laquelle vous voulez bien revenir, j'ai dit et je répète ici, j'espère que je ne continuerai pas à répondre à cette question pour le restant de mes jours, parce que je crois que les Camerounais m'ont bien compris là-dessus, et puisque votre radio me repose la question, j'y réponds. L'affaire dite des 14 milliards. Donc, la première chose, c'est qu'il n'y a jamais eu 14 milliards pour quoi que ce soit. Il faut commencer par là. Et je ne comprends pas pourquoi la presse revient avec cette appellation. Parce que parler de 14 milliards, c'est comme s'il y avait quoi que ce soit, à un moment donné de l'histoire du ministère de la Justice, qui avait été payé à 14 milliards. Je crois que l'actuel ministre de la Justice, garde des Sceaux, lui-même a dit, faites attention à la diffamation. Parce que dire 14 milliards, il faut d'abord vous demander à combien se montait le budget du ministère de la Justice à l'époque, pour que moi seul, je détourne 14 milliards, pour que moi seul, je m'octroie un marché de 14 milliards. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit d'un marché et d'élaboration, non pas d'un code, parce qu'on vous a dit, j'ai pris 14 milliards pour la rédaction du code pénal. Et non pas de la rédaction d'un code, mais de 3 codes. Le code civil, le code de procédure civile et la refonte du code pénal, en français et en anglais, je tiens à souligner. Le marché a été octroyé par appel d'offres, ce n'était pas un marché de gré à gré. Donc on a rendu public, le Cameroun Tribune dans lequel le marché a été publié existe, il y a eu réponse, donc on a fait ce qu'on appelle le shortlist des cabinets qui offraient le plus de perspectives de compétences, et on en a, je crois, on en a retenu 3. Pendant que ce marché se déroulait, j'ai toujours dit, j'étais pas au Cameroun, je suis parti, je crois en septembre, dans une délégation dans laquelle d'ailleurs il y avait le président de la République, parce qu'il allait au sommet
de la francophonie. Et moi, j'allais à un sommet du Conseil des ministres de l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Donc, je représentais le Cameroun au sein de cette organisation et on était en train de réviser le statut de l'OADA. On l'avait fait, mais on a chopé sur un point qui était le problème de la langue. Et une formulation avait été proposée qui disait qu'en cas de divergence entre deux textes, la version française prévaut. Et moi, au nom du Cameroun, je m'étais opposé à cela en disant nous sommes un pays bilingue. Et dans notre pays, les deux langues, le français et l'anglais, sont équivalentes. Donc si je dis que le français prévaut, je ramène un problème chez nous. Et donc, je ne vais pas mettre mon pays en difficulté avec une réforme comme celle-là. Il faut dire que toutes les langues se parlent. Et il y avait eu un blocage dessus, et c'est finalement à Québec, au sommet de Québec, qu'on a débloqué. Donc, j'étais parti en septembre au Québec, au Canada, à Québec, pour cette réunion de l'OADA. Et heureusement, finalement, notre position a été comprise, et c'est cette réforme qu'on a dit, bon, les langues se parlent, français ou anglais, c'est équivalent. De là-bas, je suis allé directement aux États-Unis, à New York, parce que c'est l'année 2008, c'est l'année où j'étais candidat à la Cour internationale de justice comme juge à la Cour internationale de justice. Et bon, je vous passe les péripéties de ma candidature, peu importe. Donc je suis resté pour battre campagne, d'abord parce que ma candidature avait été présentée tardivement. Et donc je suis allé... Qui devait la présenter? C'est le gouvernement qui présente. Donc pour diverses raisons, y compris des hésitations, moi-même est-ce que je voulais aller, je ne voulais pas aller, le dossier est arrivé assez tardivement. D'autres candidats étaient déjà en piste, donc il fallait vraiment battre campagne, ce que nous avons fait donc, pendant le mois d'octobre et de novembre, parce qu'il s'agit de faire le tour de toutes les missions diplomatiques représentées aux Nations Unies. Et croyez-moi, en la matière, il n'y a pas de petit État, parce que même si c'est une petite île perdue du Pacifique, c'est un État, une voie, pardon. Et donc, nous devions battre campagne, ce que nous avons fait pendant cette période. Et je crois que c'était une campagne extraordinaire, parce que bien qu'étant parti tard, pendant les élections, il a fallu 3 ou 4 tours. Et c'est... Après, nous avons retiré parce que bon, l'Afrique risquait d'ailleurs de perdre le siège si nous persistions dans notre candidature, puisqu'il y avait un blocage au sein du Conseil de sécurité. Vous savez que pour l'élection des juges à la Cour, c'est une double élection. Il y a élection au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale. Et les deux, j'allais dire, instances doivent donner la majorité à un candidat pour que ce candidat soit élu. Donc il y avait un blocage au Conseil de sécurité. Donc il y avait une divergence entre celui qui avait la majorité au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale. Nous avons retiré notre candidature. Enfin, le gouvernement a décidé à un moment donné qu'on retire ma candidature, ce qui était d'ailleurs une décision tout à fait normale. Donc je reste. Je rentre après les élections. Je crois que les résultats des élections tombent en début décembre, ça doit être le 5 si je me trompe. J'ai d'ailleurs encore les preuves de mon voyage, de mon déplacement jusqu'à aujourd'hui, et donc ça peut être prouvé. Donc pendant cette période, je n'étais pas là. Alors, quand je rentre, et excusez-moi, j'ai promis de faire une précision qui est importante, parce qu'on parle de 14 milliards. Je rappelle que le marché était un marché de 74 millions de francs CFA, hors taxes, et 89 millions, toutes taxes comprises, TTC. Ouais. Il n'y a jamais eu de milliards. Plus exactement, 89 millions 258 625 francs CFA. Pour 3 codes Écoutez bien, à rédiger en français et en anglais par un groupe d'experts parmi les plus réputés de notre pays, et dans le cas du cabinet Brain Trust, dont je n'ai jamais nié que j'étais un des fondateurs, je n'ai jamais nié, dans le cas de Brain Trust, avec des experts étrangers. Et c'est pour cela que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a dit, c'est le meilleur. Quand les gens ont voulu chipoter en demandant, il a dit, c'était le meilleur. Vous avez eu la meilleure expertise possible pour rédiger ces codes. Mais moi, je n'étais pas impliqué dans tout ça. Parce que depuis qu'on m'a nommé au gouvernement le 8 décembre 2004, je n'ai plus jamais mis les pieds à Brain Trust. Donc, Brain Trust fonctionnait avec comment on appelle ça, avec un gérant qui n'a jamais changé, j'ai jamais été gérant, et donc qui pouvait répondre ou ne pas répondre à des appels d'offres. Est-il au courant que Brain Trust allait soumissionner?
Non, Brain Trust soumissionne, comme il soumissionne dans beaucoup d'autres, comment dirais-je, à beaucoup d'autres appels d'offres sans me demander mon avis. Et quand Brain Trust gagne de l'argent, est-ce que vous avez votre quota? Mais bien sûr, c'est tout à fait naturel. Je suis partie prenante du cabinet. Je n'avais pas retiré ou vendu mes parts dans le cabinet. Donc, ce qui se passe, c'est que je rentre et j'apprends que le marché a été attribué à Brain Trust. Dans un premier temps, d'ailleurs, je voulais écrire une correspondance. On dirait non, ça n'est pas possible. Je suis au ministère de la Justice. Quoi que vous fassiez, on dira, les Camerounais diront que c'est parce que je suis au ministère de la Justice que ce cabinet qui a déjà gagné plein d'autres contrats avec des organisations internationales comme la Banque mondiale, le PNUE, qui travaillent avec le secteur privé, avec des banques dont je me garde ici de citer le nom. C'était pas un cabinet qui avait été créé pour la circonstance. Brain Trust avait été créé en 1994. Et donc, avait une large expérience internationale. Et donc, quand je rentre, je me dis, moi, je connais le tempérament national. Quoi que je fasse, on pensera que c'est parce que je suis au cabinet Brain Trust, au ministère de la Justice, que le cabinet Brain Trust a gagné ce marché. Donc, dans un premier temps, je vais écrire une correspondance. Et puis, bon, je m'ouvre à quelqu'un qui me dit, non. Vous savez, les hommes, si tu écris, ton patron, qui était donc le vice-premier ministre de la Justice, garde des Sceaux, croit que tu as un problème ou que tu as quelque chose contre lui. Donc moi, je vais le voir dans son cabinet. Je lui dis, Monsieur le Premier ministre, pendant mon absence, il semble qu'un marché a été attribué au cabinet Brain Trust. Vous savez que je suis un des fondateurs. Je vous dis vraiment de mémoire ce que je lui ai dit. Vous savez que je suis un des fondateurs du cabinet Brain Trust et que ce sera mal perçu. Là, regardez, il m'a posé 3 questions et je vous les répète. La première question, c'est: le marché a-t-il été attribué par appel d'offres, sur appel d'offres ou de gré à gré? J'ai dit, je crois qu'on m'a dit que c'était par appel d'offres. Mais pas je crois. Enfin, je sais et je savais que c'était par appel d'offres. Donc, ça a été attribué par appel d'offres. Il me dit, donc ce n'est pas de gré à gré. J'ai dit oui. Il dit, donc on a attribué le marché au meilleur. Deuxièmement, il me dit, est-ce que vous êtes membre de la commission de passation de marché du ministère de la Justice? J'ai dit non, parce que cette commission de passation de marché était présidée par le secrétaire général du ministère. J'ai dit non, je ne suis pas membre de la commission de passation de marché. Il dit, quel est donc non. Donc, en fait, il dit, donc, ce n'est pas vous qui avez attribué le marché. Troisièmement, il dit, est-ce que c'est vous qui signez l'attribution de marché au ministère? J'ai dit non, c'est vous. Il dit, ok, mais quel est donc votre problème? Voilà les 3 questions qu'il me pose et je vous les répète aujourd'hui. Et j'ajoute que tous ceux qui, ensuite, pour une raison ou pour une autre, ont voulu jeter l'anathème, je rappelle toujours que si un des 3 concurrents n'était pas satisfait des conditions de passation de marché, il avait la possibilité, comme le prévoit la législation. Veuillez m'excuser. C'est qui ça? Ce n'est pas moi. Vous avez suivi les explications d'un professeur agrégé. Et ce débat doit définitivement être enterré. Parce que s'il faut regarder des marchés qui sont attribués au gré à gré, vous connaissez d'où ça vient souvent. À la présidence de la République, avec les frères du chef de l'État, avec les copines, les femmes de tous les ministres qui gagnent des marchés, qui ne sont même jamais livrés. Mais le problème, c'est que on cherche toujours au Cameroun, dans le régime Biya, à piéger des gens sur des faits où ils ne sont même pas coupables. On fabrique donc une information et on la balance comme ça, comme une boule puante. Et le peuple surfe sur ça. Lorsque vous voyez cette procédure, vous oubliez une chose. C'est que même Maurice Kamto, qui souvent a été accusé d'être de mèche avec les casseurs d'ambassade, tout ce qui peut se passer à l'étranger, on dit c'est lui qui nous guide à la diaspora. Moi, je vous fais comprendre que, avant que Maurice Kamto ne devienne opposant, moi, j'étais déjà en prison. Moi, je suis réfugié politique depuis plus de 20 ans. Le MRC
de Maurice Kamto existe depuis seulement 2012. Comment c'est lui qui peut donc faire que moi j'y pourrais Mingono? Que le général Wanto, qui est le président du CCD, Conseil des Camerounais de la diaspora, qui lui menait déjà les actions à l'université de Yaoundé dans les années 1990. Subitement, on nous dit que c'est Maurice Kamto qui nous manipule, nous tous. Nous sommes plutôt ses élèves, nous sommes ses militants, nous sommes les gens de la base, nous sommes les terroristes, nous sommes ceci. C'est lui qui doit répondre de tout ça. C'est lui qui veut déstabiliser le pays. Or, ils n'ont jamais voulu faire la publicité. Ou encore, tisser des louanges. Dire au moins la vérité sur le fait que Maurice Kamto avait été sollicité pour renverser Paul Biya. Un autre opposant aurait saisi la balle au rebond. Et peut-être que cette opération aurait pu réussir. Mais Maurice Kamto a dit non. Je veux passer par l'élection. Je ne veux pas passer par le bain du sang. Même si aujourd'hui, certains coups d'État se font sans forcément un bain de sang. Le Cameroun aurait pu connaître une autre situation dramatique, puisqu'il n'aurait pas été le premier à organiser le coup d'État s'il voulait l'organiser, ou bien s'il voulait être parmi ceux-là qui voulaient organiser le coup d'État. Mais le régime Biya n'a jamais voulu communiquer sur ça. Peut-être c'était une façon de le piéger. Peut-être c'était un faux coup d'État, comme celui-là qu'ils avaient déjà organisé en 1984. Mais qu'on soit clair, vous pouvez manipuler le peuple. Vous pouvez faire qu'on déteste les opposants. Mais, sachez-le, il y aura toujours la justice. Au jugement dernier, vous répondrez de vos actes. Ce que Maurice Kamto vous dit là, avant, et ce que nous vous disons, que vous serez devant les Camerounais, qu'ils vous jugeront, qu'il y aura un changement. Rien n'est éternel. Écoutez seulement ce que Sonko disait. Lui aussi, on a terni son image, on a voulu montrer qu'il était ceci, qu'il était un violeur et tout ça. Retenez ce qu'il disait. Et voyez aujourd'hui comment il est applaudi par le peuple camerounais. On peut être opposant. Vous qui êtes dans le gouvernement, vous qui êtes des ministres, qui faites des coups bas, alors que c'est vous qui volez de l'argent. Sachez que quand le président ne sera plus là, vous serez devant vos responsabilités. Macky Sall a fui. Il est parti. Mais ces ministres sont là, comme ça de bon goût. Quand Sonko parlait, qu'il écoutait, aujourd'hui, on applaudit Sonko. Nous mettons en garde le Conseil constitutionnel. C'est cette monsieur et dame. Pompeusement appelé sage. Voilà. Atangana, écoute, Clément Atangana. J'ai toujours dit que, et ça je le dis depuis 5 ans, revoyez mes vidéos. Il y a des choses qu'on ne peut plus admettre dans ce pays. Au nom de l'exercice d'une profession, on se permet de piétiner la loi.
de piétiner la Constitution et de mettre le pays en insécurité. Ce qui se passe actuellement, c'est la responsabilité de 7 personnes, 8 personnes, qui sont tous des magistrats. Parce que le ministre de l'Intérieur est magistrat. C'est la responsabilité de 8 personnes. Et à chaque fois que le pays est dans ces situations de tension, c'est le Conseil constitutionnel, c'est la Cour suprême, c'est la DG. Est-ce que cela c'est normal? Moins de 10 personnes qui tiennent tout un pays en otage pour les avantages qu'on leur donne. Aujourd'hui, ils sont barricadés chez eux, gardés par le GIGN, gardés par la BIP, gardés. C'est pas la peine. Personne ne va les attaquer. Personne. Mais qu'ils comprennent que tôt ou tard, ils rendront compte de leur irresponsabilité. Devant cette même loi qu'ils étaient censés dire et qu'ils n'ont pas dit, devant cette même constitution qu'ils ont piétinée et violée, ils rendront compte. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est une violation flagrante de la loi. Parce que Macky Sall prolonge l'âge de la retraite, parce que Macky Sall donne des dessous de table, parce que Macky Sall donne des... Il faut aller voir le train de vie de ces gens-là. Allez voir le train de vie de ces gens. Ce n'est pas un salaire de fonctionnaire qui le donne. Et au nom de cela, ils sont prêts à tout faire. Et à mettre ce pays en péril et en danger. Ça ne peut pas continuer. Et c'est valable de manière générale. La justice de ce pays, c'est la première grande réforme qu'il faudra faire. Il n'y a plus de justice dans ce pays. Cette justice fait mal au pays. Elle se fait mal à elle-même. Parce que tous les magistrats sérieux, compétents, aujourd'hui souffrent des actes posés par une petite minorité, un groupuscule de magistrats que Macky Sall a choisi et trié sur le volet. À chaque fois qu'on est dans cette situation, c'est un procureur qui est à la base. À chaque fois qu'on est dans une situation, c'est un doyen des juges qui est à la base. À chaque fois qu'on est dans une situation, c'est la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel. Est-ce que cela est normal? Jusqu'à quand on va supporter ça? Et c'est pourquoi j'ai dit tantôt que les gens rendront compte des actes qu'ils posent. Ça ne peut pas se faire aussi facilement. Les rumeurs disent que c'est... Puisque Papa Matsako doit aller à la retraite dans quelques semaines ou plus tard, après avoir fait ses forfaitures et probablement avoir été bien récompensé par Macky Sall, que c'est Serigne Bassirou Gueye, l'autre catastrophe de la magistrature, qui est préparé pour le remplacer et qui va avoir la mission de valider, à côté d'Antoine Diome, le projet de troisième mandat. Ils nous trouveront en face. C'est simple comme bonjour. Il reste à Macky Sall 18 mois à la tête de ce pays. Je l'ai dit même 16 mois. Ouais. Après ça, les gens doivent comprendre qu'ils rendront compte. Et ce ne sont pas des menaces, c'est des promesses fermes. Ils rendront compte des actes qu'ils ont posés. Qu'ils soient hauts fonctionnaires, qu'ils soient magistrats, tous les gens qui poseront des actes délibérément politiques qui n'ont rien à voir avec la loi auront à rendre compte des agissements qu'ils ont eu. Parce que ce qui va se passer, s'il y a débordement, c'est la responsabilité de ces 7 personnes. Et de ces 7 personnes uniquement, s'il y a débordement, demain, c'est la responsabilité. Et si la conscience le remet, malgré d'aller prendre le tribunal et de prendre des rangements, c'est qu'il ne reste rien en termes de conscience, de morale et d'humanité. Je vous remercie. Que devrais-je dire? Vous qui êtes dans vos palais, vous qui êtes sur des chaises douillettes, vous qui êtes dans des bureaux climatisés, vous qui vous moquez des opposants que vous arrêtez, vous avez été content d'avoir humilié aussi Maurice Kamto, jusqu'à ce qu'il a fait pipi. Même si ce ne sera pas lui président, il y aura un autre opposant. Ce pays va changer. Le Cameroun va changer. Le continent va changer. Avant Biya, il y avait quelqu'un. Et avant ce quelqu'un-là, il y avait quelqu'un d'autre. Oui, avant Biya et avant Ahidjo. Avant Ahidjo, il y avait aussi quelqu'un bida. Chacun a un petit temps. Là, il parlait quand Macky Sall voyait encore qu'il va laisser un des siens.
Quand tous les membres du gouvernement étaient contents et savaient que même si Macky Sall dit qu'il ne se présente pas, ce sera encore un des nôtres. Il va continuer à garder, à protéger la dynastie. Et voici qu'ils sont tombés. Au Cameroun, même si ça ne tombera pas par des gens, ça tombera par la nature, parce que bien n'est pas éternel. Ça tombera, et ça peut aussi tomber, par un coup d'État. Bien n'a qu'à se rappeler de ce que lui-même avait organisé le 6 avril 1984, en dessinant le diable au mur, il finit par arriver dans votre maison.